Comment une histoire de coopération séculaire entre la Russie et la France a-t-elle pu se transformer en une confrontation marquée par la méfiance et la militarisation? Alexandre Viktorovitch, vice-ministre russe des Affaires étrangères, nous entraîne dans les coulisses de cette fracture géopolitique. Dans cette séquence de l'entretien, Viktorovitch dresse un tableau critique des relations russo-françaises à l'aune des bouleversements géopolitiques actuels. Il revient sur un passé fait d'alliances et d'échanges entre Paris et Moscou, tout en dénonçant l'escalade verbale, l'expansion de l'OTAN et le rôle central joué par la crise ukrainienne dans l'aggravation des tensions. Son analyse met en évidence les désaccords profonds entre la Russie et l'Occident, tout en laissant entrevoir des pistes de dialogue, notamment avec les États-Unis sous la présidence Trump. Place maintenant à son interview pleine d'enseignements. C'est parti. En effet, ils sont nombreux à se mordre les coudes. D'ailleurs, d'où vient la rhétorique anti-russe? Par exemple, tout récemment, le chef de l'état-major général français, qui d'ailleurs a quitté son poste il y a QNS jours, et Emmanuel Macron, à la veille du 14 juillet, respectivement, la fête nationale de France, ont fait des déclarations assez sérieuses sur la Russie. Ils ont souligné que la Russie les considère comme son ennemi. D'où ça vient, bien avant 2022? Quant au fait que la Russie considère la France comme son ennemi, vous voyez, ce n'est pas une question pour les diplomates, mais probablement pour les représentants d'autres professions, principalement médicales. Vous connaissez bien la Russie, les Russes. Je vais partir de loin. Je tiens à dire qu'en Union soviétique, qui est décrite en Occident comme une terrible société totalitaire, toute la littérature française a été traduite. Un Russe, sa lecture préférée, c'était quoi? Trois mousquetaires, le comte de Monte Cristo. Puis ils ont grandi. On commençait à lire Bel-Ami de Maupassant, et ainsi de suite. Il n'y a pas de culture d'annulation en Russie. Si vous regardez une opinion publique, cela, bien sûr, l'emporte avec un sentiment de sympathie pour la France. Et la Russie, c'est le peuple. Il n'y a donc aucune raison de considérer la France comme un adversaire. C'est impossible. Deuxièmement, si l'on regarde l'histoire récente, à commencer par les guerres napoléoniennes, qui a lutté pour préserver l'unité de la France après la défaite de Napoléon? La Russie. La Première Guerre mondiale, qui a aidé la France? La Russie. Corps des Cosaques. C'est alors que nous avons déjà eu 2 révolutions. Nos soldats se sont battus côte à côte avec les Français. La Deuxième Guerre mondiale, grâce aux efforts de l'Union soviétique, la France a rejoint les grandes puissances victorieuses, puis le Conseil de sécurité. Mais cette série peut continuer. Je pense que ces déclarations que la Russie considère la France comme un ennemi reflètent le fait que la France considère la Russie comme un ennemi. Et cet homme, le chef d'état-major général, que le président Macron a limogé le 23 juillet, et cette déclaration. Malheureusement, tous ces éléments sont également présents dans les documents stratégiques adoptés en France. Récemment, sous la direction du président Macron, une révision de la sécurité nationale a été adoptée, où la Russie apparaît comme un vrai adversaire existentiel. Les Français sont exhortés à se préparer à un conflit de haute intensité. Mais je noterai également que la Chine, la Corée du Nord et l'Iran y apparaissent comme des menaces. La question est, la Chine va-t-elle attaquer la France? Je n'ai jamais entendu dire que nos collègues chinois avaient des intentions hostiles envers la France. Où est la France? Où est le peuple coréen de la République démocratique? Pourquoi l'Iran aurait-il des plans pour attaquer la France? C'est vraiment une situation de psychose militaire qui s'intensifie aujourd'hui. C'est très dangereux.
Si vous regardez les médias officiels et tout l'espace médiatique, il s'agit d'adapter la société au fait que l'état de préparation à la guerre avec la Russie ou l'attente de la guerre est un état normal du monde. C'est très dangereux. L'OTAN ne discute pas de la question de savoir si la Russie attaquera ou non. Ils ne parlent que de quand et comment ça arrivera. Ils inventent pour nous. Selon eux, on couperait le couloir de Suwalki. Où nos collègues danois ont soudainement commencé à parler de la possibilité d'un débarquement russe sur Bornholm. Permettez-moi de vous rappeler qu'à la fin de la Grande Guerre patriotique, les troupes soviétiques ont vraiment atterri sur Bornholm, vaincu les Allemands, remis Bornholm aux autorités danoises et après quelques mois calmement partis. En parlant des Allemands, la décision de l'Allemagne assez récente, la livraison de missiles de croisière à longue portée Taurus, d'une part, d'autre part, l'ultimatum de Trump, nous y reviendrons, et l'envoi constant d'argent et d'armes en Ukraine. Si nous résumons tout, quels sont les objectifs? L'Europe croit-elle en la victoire de l'Ukraine? Je pense que l'image ici est beaucoup plus large. Parce que si nous revenons à la question la plus importante, à laquelle je n'ai pas entièrement répondu, je vais revenir un peu. L'évolution de l'OTAN et son élargissement tout d'abord, il a prolongé la vie de l'OTAN. Il y avait un sentiment de développement des espaces géopolitiques. C'est le premier point. Puis, quand il a cessé de jouer, eh bien, le dernier pays qui a été accepté était le Monténégro. Ce n'est pas un grand événement politique. Avec 8 chars, comment peut-il renforcer l'OTAN? Dans les années 90, l'ère des grandes opérations a commencé. Premièrement, Bosnie, Yougoslavie, Syrie, Libye, Irak. Mais quand l'Irak l'a été, l'OTAN n'a pas été formellement impliquée parce que 2 pays, en passant, la France et l'Allemagne ont dit non et les Américains ont créé une coalition de volontaires. Mais toutes ces expériences, et l'Afghanistan, toutes ces expériences se sont terminées en une seule chose, les États sont ruinés, divisés, ou les espaces géants que nous observons en Afrique du Nord, qui sont privés de tout statut d'État et qui sont devenus un refuge pour les extrémistes et les terroristes. Et d'ailleurs, ils ont créé le problème de la migration que l'Europe elle-même doit affronter aujourd'hui. Et en ce sens, je sais juste de mon travail à Bruxelles, après que l'OTAN se soit retirée de l'Afghanistan, elle s'est en fait enfuie. Et quand Rutte, au sommet, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a parlé de l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité, j'ai toujours pensé que ces mots seraient une très bonne ligne sous la photo de l'évacuation des troupes de l'OTAN d'Afghanistan. Vous vous souvenez? Des gens accrochés sur des roues d'avion. Il s'agit du pouvoir de l'Alliance. Et puis l'OTAN a commencé une discussion stratégique sur ce qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas la première fois. Et puis il a été décidé de revenir aux origines, c'est-à-dire l'article 5 du traité de Washington, et de se préparer à la guerre avec un adversaire comparable. Ce tour a eu lieu et ce que nous voyons aujourd'hui est une autre tentative de le sauver dans l'OTAN et la crise ukrainienne a été utilisée pour la justifier idéologiquement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où toute l'existence de l'OTAN, non seulement au sens politique et idéologique, mais aussi dans les programmes militaires, les programmes d'approvisionnement, l'augmentation du budget militaire, est de dissuader un grand ennemi. Pour justifier toutes ces dépenses impensables, nous parlons de fonds réellement colossaux. Aujourd'hui, la somme des budgets militaires des pays de l'OTAN est de 1,504 milliard de dollars. La somme des dépenses militaires des membres européens de l'Alliance 456, si 5% est atteint, c'est encore 1 billion, c'est environ, ce sont des sommes énormes. Tout cela sera retiré des poches des contribuables, de la sécurité sociale,
des soins de santé, de la science, de l'éducation, etc. Par conséquent, pour justifier tout cela, il est nécessaire d'avoir cet épouvantail, la diabolisation de la Russie. Demain, c'est une guerre. Donc tout le monde devrait se serrer la ceinture, ne faut pas brancher le cerveau, ce n'est pas nécessaire, nous devons nous préparer au pire. En fait, la réalité n'a rien à voir avec cela. Et en revenant à votre question, permettez-moi de vous dire franchement que nous avons alors compris qu'il ne peut y avoir de système de sécurité fiable dont quelqu'un est exclu. Et aujourd'hui, l'OTAN essaie non seulement, et l'Union européenne, en passant, qui est soumise à l'OTAN de construire un système de sécurité non pas avec la Russie, et pas même sans la Russie, mais contre la Russie. Des négociations sont en cours entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump a rêvé de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Nous savons que même 6 mois n'est que le début. Sur quel point précis la Russie et les États-Unis n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que tant l'administration Biden que l'administration Trump savent que geler le conflit n'est nullement acceptable pour la Russie. Eh bien, je dirais que notre agenda maintenant avec l'administration de Trump est beaucoup plus large que le conflit ukrainien. Ce n'est qu'un des segments sur lesquels nous négocions, nous sommes en contact. Eh bien, si la période de Biden, c'était un désastre complet, les relations étaient à zéro, tout était gelé, il n'y avait essentiellement pas de canaux de communication. Alors voici quelques exemples. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il y avait 6 conversations téléphoniques au niveau présidentiel, très significatives et longues. Notre ministre, Sergei Lavrov, avait 7 contacts téléphoniques avec Rubio. 2 réunions ont eu lieu à Riyad et Kuala Lumpur. Et surtout, nous sommes parvenus à comprendre qu'il est nécessaire de rétablir les relations, que les pays ont une responsabilité particulière dans l'état de la sécurité mondiale et régionale. Il est clair que les intérêts nationaux divergent, qu'ils ne peuvent coïncider par définition, mais néanmoins, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la confrontation, harmoniser d'une manière ou d'une autre ces intérêts nationaux afin d'obtenir des résultats dans les domaines où la coopération est possible et éviter la confrontation là où les intérêts divergent. Mais c'est une approche absolument normale, inhérente à la diplomatie russe. Les contacts portent sur plusieurs sujets. Tout d'abord, c'est évidemment la situation dans les différentes régions. C'est l'Ukraine, la Syrie, l'Iran, le Moyen-Orient. Le deuxième point important est la normalisation des relations bilatérales. Tout d'abord, le rétablissement des conditions normales de fonctionnement des missions diplomatiques. 2 réunions d'experts ont déjà eu lieu. Ce n'est pas un gros progrès, mais on avance. Le troisième domaine concerne les relations bilatérales, le commerce et la coopération économique. Étant donné qu'il y a des intérêts communs à coopérer, cela nous rend plus compétitifs, y compris d'ailleurs la possibilité de restaurer les vols directs, les investissements et bien d'autres choses. Il est clair que la quantité de problèmes accumulés est très importante, qu'il faudra faire un énorme effort pour nettoyer ces écuries d'Augias. Néanmoins, nous sommes prudemment optimistes quant à la possibilité d'aller de l'avant et bien sûr, nous espérons que la réalité elle-même contribuera à trouver des solutions pragmatiques. Quant à l'Ukraine, oui, en effet, il s'est avéré que Trump est sorti de ce refrain. Il a déclaré que le futur accord devrait tenir compte de la situation sur le terrain. Et cela, bien sûr, concerne la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui n'est pas possible dans aucun cas. Ces 2 éléments sont conformes à notre approche. Mais si nous parlons en général de l'Occident, des humeurs dominantes, alors c'est pour aller à une fin victorieuse.
Il n'est pas clair où est cette fin pour retenir la Russie. C'est pour la vaincre. Et si vous caractérisez notre relation avec l'Occident aujourd'hui, avec certaines nuances dont j'ai parlé, en fait, l'Occident a déclenché une guerre hybride contre nous. Une guerre à plusieurs facettes. Dans le domaine économique, il y a 19 000 sanctions, comme vous le savez. Dans le domaine de la propagande, il s'agit d'une diabolisation complète de la Russie. C'est la Russie, la créature de l'enfer. Quant à l'unité militaire et à la construction militaire, c'est l'accomplissement de la supériorité sur la Russie dans tous les domaines possibles. L'Arctique a été déclarée zone de guerre. Vous voyez ce qui se passe dans la mer Baltique, qui a été récemment la région la plus pacifique d'Europe. Il ne se passait rien. Pas de conflit gelé, pas de dégel, rien du tout. Une mer de stabilité, d'amitié, de coopération, de commerce, de croisière, aller-retour. En général, la coopération énergétique. Et voilà, en fait, oui, et où l'Ukraine joue un théâtre aussi chaud de cette guerre par procuration. Pour résumer les objectifs que l'Occident s'est fixés, il y en a 4. C'est principalement l'étranglement économique de la Russie, le changement de son régime, la défaite et l'isolement militaire, l'isolement international. Les 4 sont un fiasco complet. Cette prise de parole met en lumière le contraste saisissant entre un passé de coopération russo-française et les tensions d'aujourd'hui, exacerbées par l'attitude de confrontation de l'Occident et la militarisation soutenue par l'OTAN. Alexandre Viktorovitch dénonce la diabolisation de la Russie et son instrumentalisation dans un conflit indirect en Ukraine. Il réaffirme avec fermeté l'opposition de Moscou à toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si un canal de discussion semble s'ouvrir avec les États-Unis, offrant une lueur d'apaisement, la reprise d'un dialogue sincère et constructif avec la France et l'Europe apparaît comme un enjeu central. Cela nécessitera un véritable retour à une diplomatie fondée sur la stabilité, le respect mutuel et la coopération.